Bonjour à tous, on part sur une analyse des cartes de Theros Beyond Death. Donc c'est la boutique Magic Rush qui vous présente ça. On va juste regarder les cartes et essayer d'estimer ce qu'elles ont à nous dire et quelles valeurs elles peuvent avoir et on va dire leur jouabilité. Donc pour l'instant on est le 18 décembre et on n'a que 97 cartes spoil sur 254 de l'édition. Il y a 3 mythiques du bloc plus 2 mythiques de duel deck. On commence avec Atreos, Shrewd Veiled, donc c'est un dieu qui coûte 6, qui est blanc-noir. C'est une 4-7 indestructible et qui fonctionne avec la dévotion comme les anciens dieux de Born of the God. Donc si ça devient une créature, si on a une dévotion blanc et ou noir, supérieur ou égal à 7. Sa capacité, c'est qu'on va mettre un jeton coin, un coin, donc pièce, sur une autre créature ciblée. Et quand une créature avec un jeton coin va mourir ou être exilée, on va la récupérer sous notre contrôle. Donc c'est une carte qui est plutôt pas mal. C'est aussi une carte buy box si j'ai bien compris. On n'est pas encore sûr de comment elle va être déclinée en termes de vente. Elle va être jouable dans pas mal de decks. Tout d'abord être jouable dans les archétypes réanimation, parce que du coup c'est un enchantement aussi. Du coup on peut la faire revenir du cimetière avec Danse Miroir. Et justement, vu qu'elle est indestructible, on va aussi pouvoir jouer Chaos Wrath, qui du coup va détruire toutes les créatures, et on va gagner autant de points de vie que de créatures détruites. Surtout que vu qu'on les a détruites sur ce moment, on va pouvoir aussi justement les réanimer avec Arthéos. Je pense que c'est là où le combo devient cheaté. Ouais, bon, après le problème c'est que elle fait pas grand chose quand elle arrive en jeu. La créature n'a pas non plus d'escape, enfin elle n'a pas le vol, elle n'a pas l'indestructible, elle est indestructible c'est bien, mais sinon c'est qu'une 4-7. Donc elle va quand même gérer certains trucs genre des casting beasts, mais sinon c'est pas elle qui va forcément tuer l'ennemi, quoi. Donc c'est un petit peu léger. Cependant c'est un enchantement, et il y a déjà en M20 des cartes qui réduisent le coût des enchantements, notamment en blanc. Donc c'est pas impossible qu'on puisse voir cette carte qui soit jouable pour beaucoup moins cher que prévu. Il y a aussi beaucoup de permanents dans les couleurs blanc et noir qui ont des doubles colorés ou qui ont même des triples colorés qui sont jouables. Donc la dévotion n'est pas du tout inatteignable. Par exemple, Gideon. Gideon qui est une carte aussi indestructible qui va aller très bien avec Arthéos. Après c'est une carte qui est chère et donc du coup qui a un gros body et qui du coup sera plus jouée dans les decks contrôle vu la méta qui est soit hyper aggro soit assez contrôle. Ouais, donc voilà pour cette carte. Donc bon, plutôt une bonne carte, mais ce ne sera pas dans tous les decks. Certainement. On enchaîne sur Ashiok, Sculptor of Fear. Donc c'est le Planeswalker de Duel Deck, a priori. Donc c'est un gros truc pour 6. Plus 2, on pioche une carte et chaque joueur met les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Moins 5, on récupère une créature d'un cimetière, on la met sous notre contrôle. Et moins 11, on récupère toutes les créatures que le joueur contrôle. Donc, a priori, c'est pas un Planeswalker qui sera jouable en construit, c'est vraiment une carte qui est médium, hein, clairement. C'est trop cher. C'est trop cher. Pas grand chose à en dire, il n'y a pas de business à faire là-dessus. On est parti. Alors, maintenant on passe sur Elspeth Undoubted Hero, donc c'est une créature, enfin c'est un Planeswalker pour 5, c'est l'autre Planeswalker de Duel Deck sans doute. On peut mettre, en faisant son plus 2, un marqueur sur jusqu'à 2 créatures ciblées. Son moins 2, c'est d'aller chercher une créature qui s'appelle le Sunlight Hoplite et le mettre sur le champ de bataille. Donc ça, c'est exactement pareil que une des premières Nissa, qui allait chercher élu de Nissa. Donc j'ai une grosse incertitude sur la carte pour l'instant parce qu'on ne sait pas encore ce que c'est que le Sunlight Hoplite. Donc peut-être que c'est une 2x, peut-être que c'est une 1-1, peut-être que c'est une 2-3 vol, on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que son moins 8 est sans doute Game Breaker. On va faire gagner plus x et le vol à toutes nos bêtes, et x est notre dévotion en blanc. Sachant que le Planeswalker coûte déjà 3 blancs. Après, je suppose que si ça tue Elspeth, sa dévotion est prise en compte. Parce que quand elle le fait, elle est encore sur le champ de bataille, elle se voit mourir en le faisant, donc à mon avis ça fonctionne. Je suis pas complètement certain. Toujours est-il que c'est quand même une grosse carte, donc ça me semble assez jouable pour l'instant. C'est possible que ce soit pas mal. Donc on enchaîne encore sur l'autre Planeswalker, donc Elspeth Sun's Nemesis. Ici on voit un nouvel archétype de la méta qui s'appelle Escape.
Donc l'escape, ça permet de payer un coût, d'exiler des cartes de notre cimetière pour rejouer une carte. Donc sinon l'arpenteur coûte 4 de base. Il n'a que des capacités négatives, donc on va faire -1, on peut mettre +2/+1 sur jusqu'à 2 bêtes. -2, on crée 2 tokens à 1 soldat. Et -3, on gagne 5 PV. Et donc l'escape 6, on exile 4 cartes et on peut la rejouer d'une cimetière. Donc à première vue, la carte n'est pas ouf, pas super. Mais c'est pas impossible que ce soit quand même assez fort. En fait, ce qui est intéressant avec ce Planeswalker, c'est son -2, justement, qui permet de créer des jetons 1-1 humains. Justement, ce qui permet d'être intéressant, justement, avec tous les triggers d'arrivée en jeu, justement. C'est compliqué, justement, d'avoir des tokens humains. Le soldier, ça va très bien, c'est gentil. Mais vraiment, le côté de créer des tokens, du coup, pour créer des effets d'arrivée en jeu, ça va justement être intéressant. Du coup, en fait, avec ça, on va pouvoir, avec Elspeth, on va pouvoir directement créer en moyenne, enfin, on l'espère justement créer 4 tokens humains soldats, et aussi du coup de pouvoir faire un -1 pour augmenter du coup augmenter nos créatures. Et en fait, la capacité d'escape est très 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 forte, à mon avis, sur des decks qui vont être très très contrôle. C'est potentiellement un kill en fait, cette carte toute seule, sachant qu'on va pouvoir la jouer, la rejouer encore et encore et encore toute la game. Peut-être que même ça peut être 2 Elspeth dans le pack, ça peut suffire pour gagner une partie, mais en jouant que contrôle. Il y a déjà eu des archétypes comme ça, notamment avec les Teferi. Donc ça pourrait être aussi une autre version de Super Friend avec ce genre de carte. Donc c'est quand même un gros potentiel. Pour l'instant, au niveau des cotes, on ne sait pas trop combien ça vaut, mais ce sera sans doute autour de au moins 10 € cette carte. Ce qui est un peu décevant parce que ça me donne vraiment des cartes pour le contrôle. Donc on va voir s'il y aura d'autres choses qui vont jouer autour de ça. On passe directement à l'autre Planeswalker, donc qui est justement peut-être un counter à l'escape. On va voir ça. Alors, donc le nouveau Planeswalker, c'est Ashiok Nightmare Muse. Donc c'est pour 5, c'est un Planeswalker qui a 5 de loyauté. En noir-bleu, il se protège en créant des tokens. Donc tout seul, il fait un +1, il crée une 2-3. Cauchemar, noir, qui, quand elle attaque ou qu'elle bloque, permet d'exiler 2 cartes dessus de la bibliothèque de notre adversaire. Donc déjà, c'est une capa qui est pas nulle. Donc c'est correct de pouvoir mettre des bêtes. Après, ces créatures n'ont absolument aucune escape, pas de vol, pas d'initiative, pas la peur, rien du tout. Donc c'est 2-3 vanilla, on va dire, en dehors de leur capacité d'exil. Pour -3, on va pouvoir renvoyer un permanent dans la main du joueur ciblé, et ce joueur va s'exiler une carte de sa main. Donc ce bounce là, c'est quasiment une gestion qui est très forte, parce que ça peut vraiment gérer des trucs très compliqués à gérer. Mais si notre adversaire a des cartes en main, c'est nul. On va dire les choses comme elles sont. Ça veut dire qu'on a une fausse gestion pour 5 qui gère pas grand chose, qui gère pas les trucs qui ont la célérité, qui gère pas grand chose. Enfin, c'est pas bon. Bref, donc pour l'instant, c'est pas terrible. Et son -7 nous permet de jouer jusqu'à 3 cartes en exil sans payer leur coût de mana d'un adversaire. Donc ce -7 là, pour l'instant, je me disais, c'est pas fou, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas terrible. Mais justement, il y a une capacité qui s'appelle l'escape dans le game, comme on l'a vu juste avant. Et si jamais notre adversaire s'est déjà exilé lui-même des cartes, le fait de jouer Ashiok et de faire un +1, de refaire un +1 et de pouvoir faire un -7 et récupérer des spoilers de l'adversaire, ça peut commencer à devenir complètement différent en termes de game. Donc c'est plutôt une carte qui est contrôle. Et c'est possible que ce soit jouable. C'est très probable que ce soit jouable. Ouais, je pense que ce sera joué, au contraire, vraiment très joué. Je pense que ça va arriver en deck contrôle, justement, noir-bleu directement, avec le noir qui va permettre de défausser la main de l'adversaire, qui va vraiment essayer de contrôler justement les ressources de l'adversaire, et un bleu plus contrôle justement pour empêcher de se développer, pour piocher, pour avoir de la visibilité. Et justement, on va essayer vraiment de raser le board adverse, de l'empêcher de jouer, de le meuler, comme on a déjà des cartes qui le permettent. Du coup, je pense que vraiment dans un deck contrôle, ça pourrait vraiment le faire. Ça pourrait le faire. Après, ce qui est un peu gênant, c'est que s'il y a des cartes qui quand même bloquent ce genre de cartes, un Casting Beast par exemple, si on joue à Ashiok et il y a une Casting Beast en jeu, on peut mettre des 2-3 qui ne peuvent pas bloquer. On peut le renvoyer en main alors qu'il a la célérité.
Du coup, on est un peu bloqué. Mais si c'est c'est une autre situation, on peut très bien jouer l'Arpenteur, avoir déjà 6 de loyauté, puis 7, et quasiment pouvoir faire son ulti au bout de 3 tours. Et c'est sûr que ça peut être intéressant. On peut même penser à un format un peu plus aggro de contrôle et passer directement sur un Grixis. Un Grixis contrôle avec plus de pouvoir, avec une meilleure gérance du board et aussi des Planeswalkers qui permettent aussi de gêner un peu plus. Donc il y a plusieurs possibilités de jeu. On peut aussi carrément partir sur autre chose, parce il y a un autre Ashiok qui permet d'exiler des cartes. Ouais. Et on peut aussi penser que ça pourrait être dans un deck meule carrément. Ouais. Donc il y a plusieurs possibilités de jouer cette carte. Le fait aussi de gérer la main adverse, ça va être très intéressant dans ce cas-là. On va pouvoir avoir un bounce qui sera une gestion complète de permanent, ce qui non plus n'est pas négligeable, étant donné qu'il y a des gros artefacts légendaires et des planeswalkers qui sont très chiants. Donc, carte est encore un petit peu compliquée à gérer et à estimer pour l'instant. Alors, on part sur les rares maintenant. Donc, on commence par le petit Dalakos. Donc, c'est un ondin artificier pour 3. C'est le 3e ondin rouge de Magic. Donc, bravo à lui. Un ondin rouge. Youhou. Il est nouveau, Il est nouveau. jeune, il est beau. Il est légendaire. Il Il est est artificier. Donc, c'est quand même un body qui est pas dégueu, sachant qu'il se prend pas Bolt. Et on va comprendre que en fait, c'est plutôt une carte de commandeur. Étant donné qu'il est légendaire, il permet de faire 2 mana pour jouer des artefacts ou des capacités d'artefacts. Et il y a un bonus qui est pas dégueu, c'est que les créatures équipées qu'on contrôle ont le vol et la célérité. Donc attention, ondin, équipement, c'est parti. Bon, c'est pas une grosse carte, c'est vraiment très peu probable que ce soit jouable en construit, en standard. C'est vraiment une carte plutôt de DH, donc pas grand chose à dire. C'est une carte sympa. Ah, je pense que ce sera très marrant justement de créer des EDH là-dessus. Et je pense des petits merfolk, sorciers, artefacts un peu aggro. Ouais, bah après de toute façon ça peut être cool de jouer artefact. Et puis ça peut faire des épées assez rapides. Et sur du vol célérité, ça peut être un peu méchant. On verra bien. Oui, c'est pris. The Accroix Noir, donc c'est une saga pour 4. On peut gagner le contrôle d'une bête tant que le saga est en jeu. Jusqu'à la fin de notre prochain tour, les créatures de notre adversaire doivent attaquer. Et en 3e, toutes les créatures engagées s'infligent leur force. Donc c'est une carte qui va avec la 2-2 M20 qui dit que les coups d'enchantement coûtent 1 de moins à jouer et qui gagne un marqueur quand un enchantement meurt. Donc ça peut être intéressant. C'est un petit peu compliqué à voir, mais dans un Boros, ça pourrait faire la différence. Donc peut-être qu'elle va être boudée, ça va être compliqué de faire des decks qui marchent autour. Mais selon la méta, ça pourrait être quand même intéressant. Voilà. Alors, une rare correcte cette fois, Treacherous Blessing, donc c'est un enchantement pour 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche 3 cartes. Donc quand on perd un point de vie, quand on joue un sort, on perd un point de vie, et quand il se fait cibler par un sort ou une capacité, on doit le sacrifier. Donc c'est un piocheur pour 3 qui fait piocher 3. C'est inconnu au bataillon pour l'instant, donc c'est vraiment une carte qui a un potentiel monstrueux. Un des decks qui fonctionne bien en standard, c'est Golgari Food, et ça joue des chats. Et par exemple, on peut récupérer les chats du cimetière en sacrifiant des jetons food. Donc le fait de les faire revenir du cimetière, c'est pas un sort. Donc par exemple, dans ce deck-là, ça pourrait facilement rentrer. J'imagine que ça pourrait le faire, pour avoir des combos plus rapides. Et le fait de perdre des points de vie ne semble pas si gênant en noir, parce qu'il y a quand même beaucoup de manières de regagner de la vie. Donc... Il y a aussi des cartes qui peuvent être intéressantes autour de cette carte, genre Danse du Manoir, donc Dance of the Month, qui pourrait faire récupérer des enchantements et les transformer en créatures. Donc ça peut être pas mal. Bon. Après, c'est un piocheur 3 pour 3. À mon avis, c'est intéressant, même si on doit perdre des points de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de decks qui pourront mettre une pression suffisante pour pouvoir perdre 5, 6, 8, 10 points de vie sur le long de la game à cause de cette carte, dû au fait du CA que ça procure. Alors, Ashiok Erasure, donc c'est un enchantement qui est un contre, qui a donc le flash. Quand il arrive en jeu, on exile une carte, on exile un sort, pardon. Et notre adversaire ne peut pas jouer les sorts ayant le même nom. Donc c'est une petite carte qui va être très très gênante dans les decks combo. Parce qu'il suffit de contrer une seule fois une carte de la combo et puis avoir à s'en soucier tout au long de la game tant qu'on garde notre Ashiok sur le board. Donc
le problème, c'est que c'est un enchantement. Il est très probable qu'il y ait beaucoup de cartes qui gèrent les enchantements dans le standard avec les cartes qui vont arriver. Mais ça reste quand même une carte qui est très forte, sachant qu'on exile le sort ciblé, ce qui veut dire que ça gère l'incontrable. Et ça, c'est une donnée qui n'est pas négligeable et qui sera sans doute intéressante dans pas mal de formats, bien plus que le standard. Ça pourra s'étendre aux pionniers et peut-être même aux modernes. C'est aussi une capacité, c'est aussi possible d'exiler des cartes. Donc on a vu avec Ashiok Nightmare Muse qu'avec son -7, on peut récupérer des trucs. Donc ça peut être aussi une possibilité de mettre des choses en exil. Après, réussir à jouer les deux et tout, pas forcément facile. Mais contre des decks aggro, on peut penser que exiler une Casting Beast, si on a vu la main de l'adversaire et qu'on sait qu'il en a 2 en main, c'est extrêmement valu. On peut aussi penser qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans l'adversaire qui gèrent les enchantements. Donc on peut par exemple contrer une grosse menace adverse, puis en deuxième choix, re-exiler le contre des enchantements. Dans ce cas-là, on fait un lock qui est non négligeable, et ça fait aussi un nombre de cartes mortes dans le deck adverse qui est important. Donc c'est une carte à étudier. Moi, elle me plaît bien. Après, en valeur, j'ai du mal à savoir combien ça vaudra exactement, mais je pense que c'est une rare qui vaudra toujours au moins 2 ou 3 euros sur le long terme. Donc si les courbes commencent à vraiment réduire, et que c'est en dessous de 1 euro cette carte, ça peut être intéressant d'en mettre de côté. Et enfin, on arrive sur une première Unco. C'est d'ailleurs la seule qu'on a repérée. Daxos, touché par le soleil, un truc comme ça. Blessé par le soleil. Ouais, mais blessé, ça veut dire touché, je pense. Touché par le soleil. Donc c'est un enchantement légendaire qui est un demi-dieu, hélas. Ce n'est pas un chevalier. Donc c'est une 2 étoiles pour 2 qui a une endurance égale à une dévotion au blanc. Et il permet de nous faire gagner des points de vie quand une créature arrive sous notre contrôle ou meurt. Et quand une autre créature. Donc lui, il ne fait pas gagner de points de vie. Mais ça reste quand même une bête qui est très intéressante. C'est un gros beer, certainement. Et ça permet de tempo. Donc le bas blesse sur le fait que ce soit légendaire. Mais sinon, c'est somme toute une bonne carte. Et voilà, l'analyse est terminée. On a fait un petit retour sur 10 cartes seulement. Sur les 93 qui sont sorties. Donc c'est sans doute les meilleures. Dans les cartes qui seront très certainement jouables, potentiellement en standard, on a Ashiok, Elspeth et l'enchantement noir, Treacherous Blessing. Il y a aussi ce dieu, Arthéos. Et le dieu. Mais le dieu, moi j'y crois pas trop. Non, tu crois pas trop? Moi j'y crois pas trop. Ah, moi je crois bien. Mais après, c'est une bonne carte, c'est marrant, mais c'est ce qui est certainement. Ça sera certainement pas joué en x4. Après, il y a peu de cartes dans ce qu'on a trouvé qui seront jouées en x4. Donc, à étudier. On attend les autres spoilers avec impatience pour essayer de voir un peu comment ce nouveau bloc va pouvoir changer la metagame. On vous dit à bientôt. Ouais, salut!